Merci Karine. Alors, je vais aller relativement vite, donc je passe sur quantité d'éléments, d'autant que de ce que j'ai entendu aussi bien de Karine que de Jean-Éric, de ce que je connais de Michel, il y a beaucoup d'éléments complémentaires dans tous ces aspects, pour effectivement me concentrer sur 3 points principaux. L'un qui est plus à titre de rappel dans l'analyse, mais parce qu'il est fondamental ensuite dans les stratégies positives, c'est de voir à quel point le couple des mesures et mal-être est fondamental dans les différents aspects, non seulement de la crise, mais de l'effondrement des formes dominantes du monde contemporain. 2, c'est dès lors qu'on a bien repéré ce couple des mesures et mal-être qui est au cœur du caractère systémique de cette crise, travailler sur les stratégies positives avec l'articulation entre l'acceptation des limites, la question de la frugalité, de la sobriété qui était évoquée, Jean-Éric, vers la fin de son intervention, mais aussi la question du mieux-être, la question de l'art de vivre à la bonne heure au sens fort du terme, parce que si on ne change pas nos systèmes de rétribution, eh bien l'acceptation des limites nous renvoie à la contradiction classique du toxicomane auquel on propose une cure de sevrage. S'il n'a pas une perspective positive à la sortie, il préfère encore conserver sa toxicomanie. Et 3e point important, qui rejoint les éléments abordés par Karine dans son intervention, quelles sont les forces sur lesquelles s'appuyer pour aller justement mettre en œuvre ces stratégies de sobriété heureuse, si on articule, comme le fait Pierre Rabhi, ces 2 éléments de l'acceptation des limites et ces éléments du bien-être d'une façon dynamique. Alors, premier élément, c'est simplement rappeler à quel point la démesure est au cœur des différentes facettes de la crise. Sur le plan écologique, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Sur le plan du creusement des inégalités sociales, ça a été aussi évoqué notamment par Jean-Éric. Sur le plan du décalage abyssal entre l'économie financière et l'économie réelle, je voudrais vous montrer, on peut passer le... Voilà, ce transparent-là, il en dit plus que bien des démonstrations. On le doit à Bernard Liétard, qui est un connaisseur, puisque c'est un des anciens directeurs de la Banque centrale de Belgique. C'est le rapport avant l'entrée dans le tsunami financier entre la part dans les 3200 milliards de dollars qui correspondaient en moyenne aux échanges de flux monétaires sur les marchés financiers, entre la part des biens et des services effectifs, donc l'économie dite réelle. Vous voyez que ça représente à peine l'épaisseur du trait. Il faut avoir l'œil bien exercé. En bas, ça représente moins de 3% des flux monétaires, 2,7% exactement. Le reste, l'économie spéculative, c'est important de bien le comprendre, ça n'est pas de la fumée, contrairement à ce qu'on dit. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'économie émotionnelle. C'est pour ça que le transparent suivant est utile. Le Wall Street Journal avait un jour vendu la mèche en disant textuellement ceci, c'était lors du krach de 87, et dans un édito du Wall Street Journal, il était écrit ceci: Wall Street ne connaît que 2 sentiments, l'euphorie ou la panique. Donc vous voyez qu'on est très loin de la théorie dominante sur l'arbitrage rationnel sur les marchés financiers. Quand vous avez au cœur d'un système de l'économique, au cœur de l'économique, de la finance, et au cœur de la finance, ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'une psychose maniaco-dépressive, hein, parce que la psychose maniaco-dépressive est sur le plan des individus, cette alternance entre des formes euphoriques, maniaques et totalement exubérantes et des formes dépressives qui peuvent aller très loin, y compris jusqu'au suicide, eh bien, ça veut dire que
quand on évoque souvent, notamment dans la presse, la question de la folie du système financier, il faut accorder une vraie importance à ce diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a une forme de maladie mentale centrale au cœur du système financier lui-même, et du même coup, vous comprenez bien que les modalités de réponse aux problèmes du type de la fuite en avant sur le sauvetage du système bancaire, outre la contradiction qu'évoquait bien tout à l'heure Jean-Éric, à savoir qu'on n'a même pas idée de ce qu'il faut sauver, parce qu'on n'a pas idée de la nature de la valeur des prêts insolvables, etc. Mais si je poursuis la comparaison toxicomaniaque, c'est un petit peu comme si vous disiez à une bande de toxicos, bon ben écoutez les enfants, c'est plus possible comme ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est on ouvre un immense entrepôt avec accès généralisé à toutes les drogues, mais on vous prévient, dans 3 mois, l'entrepôt est fermé. Bon. C'est un peu la façon dont les États procèdent aujourd'hui avec les marchés financiers. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette affaire. Donc, comprendre cette question du rapport entre ce que Alan Greenspan, l'ancien président de la Banque fédérale américaine, avait appelé l'exubérance irrationnelle des marchés financiers, aujourd'hui devenue dépression également irrationnelle des marchés financiers. Et puis, je voulais encore montrer un autre élément qui était... on va continuer parce que je veux... Voilà, l'autre diapo qui permet, en lien aussi avec la question des indicateurs que Jean-Éric vient d'évoquer, pour comprendre l'une des autres facettes de la démesure, c'est entre les représentations dominantes de la richesse issues des systèmes de comptabilité nationaux créés après la Seconde Guerre mondiale et le fameux agrégat fétiche que représente le produit intérieur brut, et ce qu'on a comme éléments qui sont beaucoup plus proches de la réalité écologique, sociale, sanitaire de nos sociétés. Eh bien, à chaque fois qu'on fait la comparaison, on repère des découplages extrêmement importants. Là, c'est la comparaison entre le PIB américain et puis ce qu'on appelle l'index de santé sociale, qui est un des indicateurs qui est calculé depuis 1959, donc il y a quand même une assez longue durée. Et vous voyez non seulement le découplage, mais que ce découplage, en particulier aux États-Unis, il est considérablement aggravé par l'entrée dans les politiques de dérégulation de la période reaganienne. Et si on veut s'intéresser plus précisément à cette question des indicateurs, et d'autres indicateurs qui montrent le découplage, on s'apercevrait par exemple qu'on n'a pas du tout le même découplage, et en tout cas certainement pas la même ampleur, si vous prenez par exemple un certain nombre de pays, comme les pays du nord de l'Europe. D'une certaine façon, un découplage de ce type, on pouvait dire, il annonçait Katrina. Il annonçait l'incapacité de la première puissance économique mondiale à traiter une catastrophe écologique comme Katrina, et en particulier à la traiter dans des conditions de décence sociale qui évitaient que la population noire et la population la plus pauvre se retrouvent dans un état de misère indescriptible. Mais pour les mêmes raisons, on peut dire qu'un découplage de ce type, qui caractérise assez grandement aussi la situation française, elle annonçait les émeutes urbaines en France. Donc j'en dis pas plus sur ce terrain-là, mais une fois qu'on a en tête que la démesure, elle est au cœur de la crise écologique parce que c'est la démesure dans nos rapports à la nature. Elle est au cœur de la crise sociale parce que c'est toute la question du creusement des inégalités sociales, non seulement à l'échelle planétaire, mais à l'intérieur de nos propres sociétés. Henry Ford, qui n'était pas particulièrement un alternatif, avait coutume de dire qu'au-delà d'un rapport de 1 à 10 entre le plus gros salaire et le plus bas salaire dans une entreprise, le vivre ensemble de l'entreprise commençait à être en danger. Alors, imaginez ce que ça représente quand on est dans des rapports que les bénéficiaires eux-mêmes n'arrivent même plus à situer.
Donc ça aussi c'est de la démesure, découplage économie financière, économie réelle, je viens de le rappeler, mais aussi des mesures au cœur de l'autre grand effondrement qu'il ne faudrait pas oublier, qui est celui d'il y a 20 ans à peine, effondrement de l'Empire soviétique, c'est-à-dire des mesures dans les rapports au pouvoir. Ça, c'est quand même une information utile à méditer si nous voulons éviter le mouvement pendulaire qu'on a connu après la première crise de la première grande société de marché que Karl Polanyi a bien décrit dans La Grande Transformation, où le tout marchand, où le passage des économies de marché à ce que Polanyi avait appelé les sociétés de marché, ce que Joseph Stiglitz appelle aujourd'hui le fondamentalisme marchand, avait conduit par mouvement pendulaire à un passage au tout dirigisme et à l'émergence non seulement des trois grands faits totalitaires, mais aussi de la guerre, qui est le modèle économique dirigé par excellence. Et donc, si nous voulons avoir une sortie positive, non seulement de ce type de crise, mais de la période historique des mutations que nous sommes en train de vivre, il ne suffit pas simplement de dire « vive la régulation ». Autant, évidemment, la question de la régulation est importante face aux conséquences désastreuses de la dérégulation accumulée, mais si la régulation est elle-même dans des logiques de captation, eh bien, la régulation, elle produit des effets qui peuvent être pires que la captation de richesse. De la même façon, d'ailleurs, que vous pouvez avoir dans l'ordre de la captation du sens, à travers, par exemple, les fondamentalismes et les intégristes, question qui renvoie aux problèmes civilisationnels et culturels. Donc, Edgar va, j'imagine, en parler amplement tout à l'heure, à la question des formes de dérapage dans la captation du sens. C'est pour cette raison que derrière la question de la démesure, qui est centrale dans toutes les facettes de la crise, y compris donc dans les rapports au pouvoir, il faut bien voir qu'il y a du mal-être et de la maltraitance. La première fois où le programme des Nations Unies pour le développement en 1998 avait eu l'idée de mettre en parallèle les budgets qui seraient nécessaires pour traiter les problèmes les plus vitaux de l'humanité, la question du rapport à l'eau, le problème de la faim et de la malnutrition, le problème des soins de base, le problème du logement, etc., ils étaient arrivés à la conclusion que les moyens techniques existaient, que la possibilité d'intervention humaine existait, et que ce qui était apparemment la question dite la plus difficile, la question des financements, était en réalité la question la plus simple. Puisqu'à l'époque, ils avaient démontré que les sommes qui étaient nécessaires représentaient à peine le 10e, et même si on le faisait cumulativement moins du 30e, des sommes qui étaient par ailleurs dépensées dans l'économie des stupéfiants, dans les dépenses militaires et dans la publicité. Rien que la publicité, qui n'est quand même pas à ce point un besoin vital pour l'espèce humaine, représentait 10 fois les sommes qui étaient nécessaires sur la faim, l'eau potable, les soins de base, etc. Si ça, vous voulez rentrer davantage dans cette question, le rapport du PNUD de 98, il est toujours disponible et il est actualisé. Moi, je l'avais aussi repris de façon détaillée dans le livre que j'avais écrit, intitulé « Pourquoi ça ne va pas plus mal ?» Et quand on regarde ça, on voit bien là qu'au cœur de cette démesure, il y a du mal-être et de la maltraitance. Alors, on le voit à l'évidence sur l'économie des stupéfiants. Hein, à l'époque, c'était au minimum 400 milliards de dollars annuels qui étaient dépensés. Aujourd'hui, on est évidemment plus proche des 800 milliards de dollars annuels. S'il y a une demande massive de stupéfiants, et notamment de drogue dure, c'est parce que ça ne va pas bien. On n'est quand même pas dans le pur plaisir avec l'économie des stupéfiants. Ce qu'on gère à travers les 1200 milliards de dollars de dépenses dites de défense, c'est pour l'essentiel de la logique de peur, de la logique de domination et de la logique de maltraitance. Et pour l'essentiel, les 400 milliards de dollars de publicité
eux aussi ont à peu près doublé depuis 1998, c'est pas de l'information destinée à faire de la communication sur les grandes campagnes humanitaires d'Amnesty International, du CCFD, de Terre des Hommes, etc. Donc, on sait bien que ces 800 milliards de dollars, pour l'essentiel, ils tournent en rond dans des sociétés de consommation qui sont en réalité des sociétés de consolation, pour reprendre un lapsus très révélateur d'une personne lors d'un colloque récent à Lille de Cité Environnement, et qui voulant dire société de consommation a dit société de consolation, et tout le monde a bien compris la vérité profonde de ce lapsus. C'est-à-dire, en permanence, de quoi nous parle la publicité, hein, on sait bien qu'en général, il faut aller chercher l'image du produit quand il existe, ou le mot du produit. Ce dont nous parle la publicité, c'est de la beauté, du bonheur, de l'authenticité, de la sérénité, c'est-à-dire une promesse de développement dans l'ordre de l'être, mais, message subliminal, pour avoir cet accès-là, il faut passer par l'accès à tel ou tel bien de consommation. C'est-à-dire à ce moment-là, un mécanisme qui produit des effets comparables effectivement à la toxicomanie, parce qu'après un bref moment de satisfaction ou de soulagement, ben, on découvre évidemment que l'aspiration ne peut pas être satisfaite sur ce mode-là, d'où déception et frustration, et d'où aussi nécessité de prendre des doses supplémentaires le coup d'après, avec les effets d'addiction que ça entraîne. Donc vous voyez, rien qu'en prenant ces trois grands budgets, qui représentent à eux trois à peu près 30 fois les sommes qui sont nécessaires sur les enjeux vitaux de l'humanité, on se rend compte non seulement que le problème qui nous est posé n'est pas un problème d'absence de ressources, mais que la vraie difficulté, c'est que ce qu'on gère en réalité, avec ces sommes absolument démentielles, c'est du coup de mal-être et de maltraitance. Et alors, si vous ajoutez à ça que rien que les paradis fiscaux, c'est aujourd'hui 11 000 milliards de dollars, que ces 11 000 milliards de dollars sont le poumon financier des grands trafics sur l'armement, sur les stupéfiants et sur la corruption, vous avez un lien direct avec les problèmes qui nous sont posés aussi par la crise financière. Donc quand on a ça en tête, ça veut dire que du côté des stratégies positives, il me reste combien de temps là? Dis-moi, bon. Du côté des stratégies positives, c'est l'articulation de la question de la mesure, non pas de la mesure au sens de l'obsession quantitative que Vincent Goldschagg appelle dans La société malade de la gestion l'obsession quantophénique, mais de la mesure au sens de l'alternative à l'hybris, c'est-à-dire la pleine acceptation des limites, que ce soit des limites écologiques, que ce soit des limites dans l'ordre des inégalités, etc., etc. Mais, ça c'est un point qui est de plus en plus évident, le lien entre la question de la sobriété, de la frugalité, de la simplicité, quels que soient les noms que l'on donne à cette acceptation des limites, et la question du mieux vivre, de ce que le Forum social mondial de Belém a, d'une façon à mon avis très forte et malheureusement très insuffisamment reprise, notamment par la presse occidentale, en particulier en France, mis comme un objectif stratégique central pour l'humanité au même niveau que la question des biens communs de l'humanité. Et le lien entre la question des biens communs de l'humanité et la question du bien vivre est un élément stratégique absolument fondamental. Parce que si on n'intervient pas sur cette question du mieux-être en entendant fortement le mot être, du bien vivre en entendant fortement que l'objectif c'est la vie, c'est l'intensité de vie, ça n'est pas l'objectif de la survie. L'objectif de la survie est un objectif trop pauvre et insuffisamment mobilisateur, émotionnellement parlant, pour la collectivité humaine. C'est bien la vie dans son intensité, dans sa qualité, qui est à ce moment-là décisive. Et à ce moment-là, du même coup, dans les stratégies à mettre en œuvre, les politiques publiques de temps de vie, les politiques publiques de mieux-être, de la même façon que la réorientation
des activités entrepreneuriales en prenant le meilleur de ce qu'est l'entreprise, c'est-à-dire sa créativité, sa souplesse, sa coopération. Parce qu'on oublie de dire que ce qui caractérise très souvent la différence entre l'entreprise et l'État, par exemple, c'est que l'entreprise est en son sein beaucoup plus coopérative, alors que l'un des problèmes de l'État, j'ai pu le constater à plusieurs reprises, puisque j'ai passé une bonne partie de mon activité professionnelle sur l'évaluation des politiques publiques, c'est que l'État est l'espace par excellence où se déploie l'individualisme compétitif. Et qu'on ferait infiniment mieux d'arrêter de prendre l'idéologie de l'entreprise et de prendre sa pratique coopérative, et inversement, d'arrêter de promouvoir une idéologie prétendue de l'intérêt général, alors qu'en pratique, il y a de l'individualisme compétitif. Je ferme la parenthèse sur ce point-là, mais on est bien aussi en lien avec la question de l'alternative au mal-être. C'est-à-dire que face à ce qu'on pourrait appeler les coûts du mal-être et de la maltraitance, que l'on écrive le mot coût au sens économique du terme, COUTS, et les dégâts considérables en termes de creusement, de destruction que ça produit, ou que l'on écrive coût COUPS pour renvoyer à de la maltraitance, eh bien c'est à partir de ce qu'on pourrait appeler un transfert de dépenses passives de mal-être et de maltraitance, pour reprendre la fameuse métaphore sur le chômage entre dépenses passives et dépenses actives, le transfert d'à peine 10% de ce qu'on pourrait appeler les dépenses passives de mal-être et de maltraitance vers des dépenses actives de politique et d'économie du mieux-être pourrait être une ressource absolument considérable pour avoir des sorties de crise positives. Alors, comme il faut que je termine dans les minutes qui viennent, je n'ai pas le temps de détailler tous ces éléments-là. On peut faire, et peut-être que, comme Edgar, avec l'articulation de ces 7 réformes, va être en partie sur ce terrain, donc je n'y rentre pas directement, mais je veux juste vous donner une petite idée de ce que ça peut donner en changement profond, notamment des politiques publiques, puisque la question de terrain, c'était le problème d'un nouvel imaginaire. C'est-à-dire que si l'on prend le problème, non pas autour de sociétés qui sont pour l'essentiel organisées autour des anciennes civilisations du travail, et que l'on reconnaît aujourd'hui que le temps de travail au sens économique et statistique du terme, c'est en moyenne 11% du temps total de vie. Si vous avez du mal à vous en persuader, vous faites un jour l'expérience, prenez votre calculette, vous traduisez 76 ans d'espérance de vie moyenne en heures de vie, vous allez être autour de 700 000 heures de vie, et vous regardez ce que représente le temps de travail, pas au sens psychologique du terme, mais au sens où les économistes et les statisticiens l'entendent, et y compris ce qu'un monsieur Dupont, qui n'aurait jamais été au chômage, sans même parler de ces 35 heures, qui aurait suivi une carrière à peu près classique, et dans lequel il aurait eu ses 40 années d'activité, vous allez vous rendre compte que ça va faire aux alentours de 80 000 heures de vie. C'est-à-dire en moyenne 11% de temps. Et que même ce que les anglo-saxons appellent les workaholics, ils vont peut-être monter à 15-20% maximum. Mais que par exemple, le temps où l'on dort est un temps infiniment supérieur au temps où l'on travaille. Or, nous savons, avec tous les travaux des neurologues, à quel point, dans une société de la connaissance, la question de la créativité et de l'intelligence est directement liée à la question de la qualité du sommeil. Et par exemple, des politiques publiques de la qualité du sommeil devraient être considérées comme aussi essentielles dans le débat public que les autres objets de débat classique. De la même façon, il y a un temps qui est encore plus important et plus fréquent que celui du sommeil dans une vie, c'est tout simplement la respiration. Et construire des politiques publiques de la qualité, qui n'est pas simplement la qualité de l'air qu'on respire, évidemment problème de la pollution, mais aussi qui sont orientées sur ce que toutes les traditions de sagesse nous disent
depuis des siècles et même des millénaires, à savoir que le plus difficile, paradoxalement, c'est d'apprendre à respirer. C'est d'apprendre à se contacter au souffle de l'univers. Et à ce moment-là, vous imaginez par exemple ce qu'une approche de l'économie qui, au lieu de partir dans le triangle classique, de la peur du manque, et notamment de la peur de manque de nourriture, d'y répondre par de la production face à la rareté, et de quantifier la production en tant qu'étalonnage, donc avec ce triangle où vous avez de la rareté et de la peur du manque, de la production comme réponse à la rareté et de la quantification comme étalonnage, imaginez ce que serait une économie politique de la respiration, donc qui part d'un besoin encore plus fréquent et encore plus vital que le besoin de se nourrir, parce qu'on peut à la rigueur vivre plusieurs jours sans se nourrir, mais on ne peut pas vivre plus de quelques minutes sans respirer. Ben à ce moment-là, votre triangle il va être complètement différent. Parce que tant qu'on n'a pas encore une compagnie générale de l'air qui réussit à nous marchandiser l'air au sommet du triangle, on n'aura pas de la rareté, on aura de l'abondance. L'idée d'aller produire l'air est heureusement encore relativement absurde. Et la vraie question à ce moment-là, ça n'est pas la production, c'est la qualité d'accueil. Et on pourrait dire de co-création, parce que ce souffle de l'univers, comment je le reçois, comment je le transmets, comment je le transforme. Et évidemment, ce n'est pas la question de la quantité qui devient décisive, mais comme le dit souvent Edgar, la question de la qualité. Et ce triangle-là, il nous permet de comprendre non seulement toutes les économies qui naissent avant les économies de production, et qui sont historiquement les plus longues, et il nous permet aussi de comprendre toutes les économies liées aux sociétés de la connaissance, où la question du rapport entre l'abondance, la co-création et la qualité est la question déterminante. Et l'incapacité à penser les problèmes des nouvelles économies, telles que celles de l'économie informationnelle ou de la connaissance, avec les paradigmes de l'économie de la rareté. On le voit bien sur les problèmes aujourd'hui d'Internet, du téléchargement, etc. Il n'est possible de penser les nouvelles économies que dans ce nouveau paradigme. Et quand on prend la question de l'abondance et non plus la question de la rareté, là on voit bien qu'on ne peut vivre l'abondance comme une potentialité positive qu'avec des êtres individuellement et collectivement qui sont structurés dans leur choix de repères et dans leur choix de valeurs. À ce moment-là, l'abondance est une ressource d'information, une ressource de situation, une ressource de relation, etc. Mais chez un être qui est complètement paumé quant à ses choix de vie, c'est-à-dire quant à la question de l'être, à ce moment-là, l'abondance est source de vertige, l'abondance est source de dépression, et l'abondance peut être, y compris, source de dislocation. Et l'un des premiers à l'avoir repéré n'est autre que Keynes, qui, dans un texte prophétique à la fin des essais sur la monnaie, intitulé « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », qui date de 1930, avait ce culot extraordinaire d'écrire, 1930, nous ne vivons pas une crise économique, mais une crise de l'économie, parce que toutes nos forces ont été mises sur la question de la rareté, que nous avons les moyens d'en sortir, mais si, dit Keynes, nous n'avons pas une mutation culturelle à la mutation, égale à la mutation technico-économique qui a produit l'abondance, nous allons, dit-il, vers une dépression nerveuse collective. Keynes, 1930, l'année même où Freud écrit Malaise dans la civilisation. Bon, j'en dis pas plus, simplement vous voyez à quel point et la question politique et la question économique. Est-ce que je peux avoir juste un verre d'eau dans les 3 minutes? Merci. Parce que sinon, je serai en cale sèche. Profitez-en pour... Voilà. Ça fait du bien. Donc vous voyez bien que si on prend le problème par la question du mieux-être, au sens le plus fort du terme, par la question de la joie de vivre, dont Spinoza rappelait que face à la peur, c'est l'émotion fondamentale sur laquelle s'appuyer. Alors à ce moment-là, ça nous donne 2 indications fondamentales.
La première indication, c'est qu'il nous faut changer notre système de rétribution. Que là où nous avons des systèmes de rétribution compensateurs à notre mal-être, et qui passent par la possession, possession d'argent, possession de pouvoir, possession de gloire, possession de conquête amoureuse, possession de savoir, tout ce que vous voulez, mais toujours dans un rapport, il y a des possédants qui trouvent la compensation à leur mal-être dans le fait qu'en même temps, ils sont dans des rapports de surplomb et de domination par rapport à d'autres êtres humains. Alors qu'à chaque fois que nous faisons l'expérience intense de la joie de vivre, nous savons bien que ça n'est pas du côté de la possession que ça se passe. C'est même en général plutôt du côté de la gratuité. Et comme le disait Gandhi, il y a suffisamment de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous, mais en revanche, il n'y en a pas assez s'il s'agit de satisfaire le désir de possession, y compris simplement de quelques-uns. Et le rapport entre possession et domination, il est évidemment insoutenable, pour toutes les raisons que les uns et les autres ont évoquées. Et on ne peut avancer dans l'autre rapport que si la façon dont on vit la richesse, en se posant la question « qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies ?» question que pour la première fois, une instance collective nationale a posée lors des Assises nationales du développement durable de Lyon, puisque le thème c'était « Trouvons la richesse, qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies ?» Donc c'était quand même culotté d'avoir le débat autour de cette question-là. Donc l'autre rapport à la richesse autour de la question « qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies ?» L'autre rapport au pouvoir qui est bien indiqué tout simplement en écoutant l'origine, la grammaire, l'étymologie du verbe pouvoir, qui est un verbe auxiliaire qui s'écrit en minuscule et qui n'a de sens qu'avec un complément. Donc à ce moment-là, c'est du pouvoir de, et ce pouvoir de, c'est un pouvoir de création et qui est démultiplié par la coopération, alors que dès que j'écris le mot pouvoir comme un substantif qui se finit, se boucle sur lui-même, ben, c'est plus de la création et de la coopération, c'est de la peur et de la domination, y compris la peur des dominés face aux dominants, mais aussi la peur des dominants face aux autres dominants qui risquent de leur prendre leur pouvoir. Le rapport au sens est de l'ordre de l'ouverture sur le mystère de l'univers et de l'accueil à toutes les traditions, à toutes les recherches, etc., qui vont travailler sur ce mystère de l'univers et qui s'écoutent mutuellement, et non pas la captation du sens dans ces modalités intégristes, fondamentalistes, etc., qui nous préparent de la guerre de religion. Et à chaque fois que l'on prend le problème par la jubilation, eh bien, on voit bien que le sentiment de captation et de possession recule et que le sentiment d'attractivité, de rayonnement progresse dans des conditions qui sont par ailleurs écologiquement et socialement infiniment plus soutenables que le modèle possession-domination qui est lui insoutenable. Donc, changer nos rapports à la joie de vivre devient un enjeu stratégique, politique et pas simplement un enjeu personnel et privé, et aussi revisiter nos rapports à la mort. Parce qu'à la fin des fins, derrière toute la peur des catastrophes accumulées, on a apparemment la question de la mort suprême, y compris de la mort de l'humanité. Et en même temps, ça nous bouge complètement l'horizon. Parce que, est-ce que la question de la mort est la vraie question? Il suffit de la poser pour se rendre compte que ce n'est pas le problème. Nous tous qui sommes dans cette salle, nous allons mourir. Nos enfants vont mourir, nos petits-enfants vont mourir, les fameuses générations futures. L'humanité elle-même mourra de toute façon. En tout cas, l'humanité terrienne, au plus tard, lorsque l'absorption de la Terre par le Soleil aura été réalisée. Donc la vraie question n'est pas celle de la mort, la vraie question c'est que faisons-nous de notre vie? Y compris qu'est-ce que l'humanité fait de son trajet plus ou moins long dans l'univers. C'est là que la question de la conscience, de la capacité extraordinaire de transformer du soleil en conscience devient un enjeu déterminant. Et si nous prenons la question du côté de l'audace de vivre, comme le dit souvent Arnaud Desjardins, plutôt que du côté de la peur de la mort, y compris la mort, à ce moment-là, devient une alliée. Ce que toutes les sagesses nous disent depuis des lustres, quand elles nous disent « Vis comme en mourant, tu aimerais avoir vécu ».
parce que la mort est à ce moment-là une incitation à nous centrer sur l'essentiel de la vie. Mais c'est aussi ce que les nouvelles approches biologistes nous disent, quand par exemple Jean-Claude Ameysen titre son livre sur la mort, de ce beau livre, La mort comme sculpture du vivant. Et donc si nous nous débarrassons aussi de la logique de la peur, et de la peur suprême, qui serait la peur de la mort, ou de la peur de l'humanité, en voyant bien que la vraie question n'est pas celle de la mort, mais la vraie question est celle de l'intensité et de qualité de vie, et que quand bien même, parce qu'on appliquerait toutes les mesures prudentielles nécessaires, on aurait une espèce de mammifère consommant qui aurait réussi à tenir le coup, à réduire ses pollutions, à diminuer son gaz carbonique, etc., etc., parce que finalement son instinct de vie aurait été le plus fort. Et je vous pose la question, en quoi le fait que ces mammifères consommants restent des centaines ou des milliers d'années est une véritable bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est si nous accédons pleinement à la potentialité d'humanité, à la qualité de conscience et à la qualité d'amour, donc à la qualité d'intelligence émotionnelle de l'humanité, c'est dans cette direction-là que des stratégies de sobriété heureuse peuvent effectivement être passionnantes, aussi bien à titre individuel qu'à titre de transformation structurelle et sociale. Voilà.